La Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées, se trouve au Mexique et peut être nichée dans les labyrinthiques canaux de Xochimilco, au sud du Mexico, mais elle est devenue une attraction touristique privilégiée pour sa population de poupées effrayantes. Selon la légende locale, l'origine de cet étrange lieu trouverait sa source dans les années 50, quand un monsieur du nom de Don Julián Santana Barrera décida de vivre en ermite sur ce petit coin de terre oublié de tous. Mais un jour, il fait la triste découverte d'une petite fille noyée avec à ses côtés une poupée. Après l'avoir enterrée, Don Julián était fermement convaincu que l'esprit de la fillette hanterait encore les lieux. Il décida alors de collecter des vieilles poupées abandonnées afin de conjurer le mauvais sort et d'apaiser le fantôme de la défunte. Les années passèrent et ce n'est que lors d'un programme de nettoyage des canaux de Xochimilco dans les années 90 que l'île a été révélée au grand public. Depuis, les trajineras, des sortes de petits bateaux de visite, peuvent se rendre librement sur ce lieu macabre. Cependant, cette île au cimetière ne figure pas sur les parcours touristiques classiques. De ce fait, si vous souhaitez vous y rendre un jour, il vous faudra demander spécifiquement aux conducteurs des barques de s'y rendre et supporter de surcroît 2 heures de navigation pour enfin atteindre cette île mystérieuse. Hélas, Don Julián fut retrouvé noyé le 17 avril 2001 à l'âge de 80 ans. Il aura vécu seul avec ses poupées sur l'île pendant les 50 dernières années de sa vie, laissant derrière lui un ouvrage empreint de superstition et de mysticisme qui intrigueront les générations à venir pour de bien longues décennies. Toutefois, pareil héritage peut très largement inspirer nos jeux de rôle de bien des manières. Vous pouvez reprendre simplement l'histoire de Don Julián en y ajoutant un peu de mysticisme, ou bien faire qu'il s'agit là de la demeure d'une sorcière vaudou habitant dans un sombre bayou, où elle a accroché des poupées pour éloigner les mauvais esprits. Ou bien, pourquoi pas dire que l'ermite habitant sur cette île se trouve être une sorte de gardien spirituel qui récupère les esprits des noyés dans le but de les apaiser avant de les libérer pour l'au-delà. Bref, et laissez aller votre imagination à tout va, que cela soit dans le dark ou dans le mystique, nul doute que l'œuvre immuable de Don Julián saura vivre sur nos tables de JDR, bien au-delà de ces canaux labyrinthiques du Mexique. Dans la préfecture de Tokushima, sur la petite île de Shikoku au Japon, se trouve un petit village du nom de Nagoro et qui a l'air tout à fait normal. Du moins si on le regarde de loin. Car si l'on se rapproche de plus près, l'on peut remarquer que l'ensemble des habitants n'ont rien de vivant et sont en réalité des épouvantails à l'effigie de gens normaux. Alors l'apparence a de quoi faire peur, il est vrai, mais l'histoire qui se cache derrière vous fera, je n'en doute point, bien chaud au cœur. L'on doit cette création à Madame Ayano Tsukumi, une artiste originaire de Nagoro qui était partie faire ses études à Osaka quand elle était plus jeune. De retour dans son village natal, c'est avec une grande tristesse qu'elle constata que ce dernier s'était dépeuplé de ses habitants, transformant alors Nagoro en un lieu sans vie. Afin de redonner un semblant de chaleur dans cet endroit qu'elle avait tant chéri étant enfant, elle a commencé à faire un épouvantail, puis 2, puis 10, puis 20, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 épouvantails qui habitent entre guillemets la commune et qui ont ravivé un peu l'intérêt des humains pour ce village oublié de tous. Ainsi, ces êtres sans vie sont devenus aimés de leurs voisins de chair et d'os et sont souvent célébrés par la communauté pour avoir sauvé le village de l'oubli. Mais pour nos JDR, pourquoi ne pas garder l'idée d'un village peuplé de pantins ou d'épouvantails ainsi créés par le dernier habitant des lieux? Cela peut être dans l'idée de préserver un semblant de chaleur humaine dans l'endroit, comme dans notre histoire originelle, ou bien l'idée d'un rituel étrange qui a transformé tous les habitants en poupées sans vie, poussant alors les investigateurs à mener une enquête sans témoin afin de percer à jour ce bien étrange mystère. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que l'œuvre de Madame Ayano saura à votre tour vous inspirer dans vos histoires, une belle manière, je trouve, de rendre hommage à son fabuleux travail. Dans le nord de l'Italie, non loin de Venise, se trouve la petite île de Poveglia, ou plutôt l'île de la peste, comme elle est plus souvent surnommée. De ce que l'on dit, aucun autre endroit au monde n'aurait connu autant de souffrances que cet endroit, à tel point que les habitants de Venise refusent de s'approcher de l'île, disant qu'elle est hantée par de nombreuses âmes en peine. L'origine de cette sinistre réputation remonte au XVIe siècle, lorsque l'Europe se trouve frappée par une grande épidémie de peste noire. Les autorités de la ville de Venise, ne souhaitant pas prendre de risques face à la maladie, décidèrent d'envoyer tous les pestiférés sur une île non loin afin de pouvoir gérer les nombreux cas ainsi que les morts. Et Dieu sait que des morts, il y en a eu.
Des registres stipulent que les cadavres étaient jetés dans des fosses avant d'être brûlés et recouverts de terre, à tel point que certains disent qu'aujourd'hui, l'île de Poveglia serait à moitié composée de terre et à moitié de cendres humaines. Mais l'histoire de Poveglia ne s'arrête pas là, puisqu'en 1922, l'île a été réouverte pour accueillir un asile psychiatrique. Seulement, ce qui n'était qu'au départ que des rumeurs se sont avérées être des vérités, puisque les autorités italiennes ont découvert que des abus vraiment horrifiques étaient faits sur des patients de l'asile, avec des histoires de torture, de trépanation et autres expérimentations sordides, à tel point que l'asile a été définitivement fermé en 1968. Depuis, l'île demeure abandonnée et les bateliers de Venise prétendent encore entendre par moments des hurlements fantomatiques provenir de ce que tout le monde considère comme l'île la plus maudite d'Italie. Alors il est vrai que Poveglia, au-delà de son histoire sordide, existe suite à un besoin de logistique dans un premier lieu, ce qui peut déjà être une source d'inspiration pour vos villes qui seraient touchées par une épidémie ravageant sa population, prenant la décision de délocaliser les malades afin d'éviter une propagation éclair, donnant alors lieu à des endroits comme Poveglia. D'un autre côté, si l'on emboîte le pas aux diverses légendes entourant cette île, il est très aisé d'avoir assez de grain à moudre pour un scénario d'investigation occulte avec des fantômes tourmentés qui hantent l'île et attirent les bateliers pour les noyer dans les eaux sombres aux abords de ce lieu lugubre. Ou bien partir dans l'idée que tout cela n'était qu'un prétexte inventé par une secte influente afin d'acheminer des victimes choisies au préalable pour des sacrifices humains à l'abri des regards. Bref, inutile de dire que pareil lieu a de quoi faire froid dans le dos, mais aussi alimenter notre imaginaire pour des histoires certes terrifiantes, mais qui ne seront qu'un maigre reflet de tout ce qui a pu se passer sur cette île maudite. L'ossuaire de Sedlec n'a rien de spectaculaire à dire vrai quand on le regarde depuis l'extérieur. En effet, c'est une petite chapelle située dans la banlieue de Kutná-Hora en République tchèque, et à dire vrai, l'on pourrait penser qu'il ne s'agit là que d'une vieille église gothique médiévale, somme toute banale. Mais ce serait sans compter sur son surnom, l'église des os. Un nominatif que l'on doit à la décoration intérieure de l'édifice qui est constituée en grande partie de véritables ossements, donnant à l'endroit un aspect à la fois morbide et sacré. Alors vous vous demandez peut-être comment tous ces os ont fini par servir de décoration dans une petite chapelle éloignée de tout. Eh bien tout remonte à 1278 lorsque le roi de Bohême envoya l'abbé du monastère de Sedlec à Jérusalem. Lorsque l'abbé revint de son voyage, il apporta avec lui une jarre de la terre du Golgotha. En d'autres termes, de la terre sainte pour les chrétiens que l'abbé mêla à celle du monastère afin de bénir les lieux. La rumeur se répandit alors et bon nombre de fidèles souhaitèrent être enterrés à Sedlec, nécessitant sans cesse que l'on agrandisse le cimetière du monastère de décennie en décennie. Un peu plus d'un siècle plus tard, une église gothique fut construite près du cimetière dont le sous-sol servait également d'ossuaire. Il faudra alors attendre jusqu'en 1870 lorsqu'un sculpteur sur bois nommé František Rindt et mandaté par la maison noble de Schwarzenberg fut amené sur les lieux pour mettre de l'ordre dans tous ces ossements. Inutile de dire que le résultat de son travail a fait grand bruit, même encore aujourd'hui. Au total, ce sont les ossements de près de 40 000 morts qui ornent l'église de Sedlec. Un spectacle aussi fascinant que morbide qui ne risque pas de vous laisser indifférent. Bon, avouez qu'en voyant ces images, vous avez la sensation de revoir ces vieilles illustrations old school et un peu kitsch, avouons-le, ornant les JDR de Dark Fantasy des années 90. Et vous auriez raison, je vous l'accorde. On a vraiment l'impression de se retrouver dans l'antre du méchant typique de jeu de rôle, tout de noir vêtu et l'on ne pourrait plus maléfique. Mais à dire vrai, vous pouvez aussi laisser de côté ce poncif éculé pour simplement revoir et repenser le rapport à la mort de vos civilisations dans vos univers. Car même si cela peut vous sembler morbide de prime abord, il peut être intéressant d'imaginer des religions qui envisagent la fin avec un grand F sous un autre angle, qui préféraient par exemple exposer les restes des défunts plutôt que de les cacher 6 pieds sous terre, comme on le fait dans nos contrées. Bref, à vous de voir pour créer la même surprise que ce cher František a dû susciter à l'époque quand il a présenté son œuvre ainsi finie. Depuis 1982, il est possible d'entendre une radio mystérieuse en Russie dont l'origine reste encore à ce jour totalement inconnue. De même que son utilité réelle. UVB 76, c'est le nom que l'on a donné à cette station fantôme qui hante les ondes radio de la mère patrie. Les bruits que l'on peut y entendre sont principalement composés de bourdonnements en alternance avec quelques silences. Toutefois, il est arrivé que l'on puisse y entendre des voix, bien trop distordues pour les comprendre, ce qui laisserait à penser que le son d'UVB 76 serait émis depuis un microphone. Les théories vont bon train concernant l'utilité de cette mystérieuse station. Certains pensent qu'elle est ici à des fins d'espionnage pour faire passer des messages cryptés entre espions. D'autres pensent qu'il s'agit là d'un signal militaire ou bien d'une expérience scientifique sur l'ionosphère, etc., etc. Bien des histoires toujours plus rocambolesques et farfelues environnent cette station l'on ne pourrait plus atypique qui continue de fonctionner malgré les nombreux rebondissements de l'histoire russo-soviétique. Bref, un mystère qui risque de rester entier
encore pour un bon moment. Alors voilà un fait qui se suffit à lui-même pour proposer un scénario d'enquête l'on ne pourrait plus palpitant. En effet, imaginez une radio fantôme émettant des messages cryptiques pour annoncer un cataclysme à venir, ou bien transmettre des messages à d'autres membres d'une sombre secte répartie dans tout le territoire, ou encore une sorte de rémanence fantomatique sur les ondes qui veut faire comprendre quelque chose d'essentiel aux vivants. De plus, vous pouvez vous amuser à préenregistrer et modifier à loisir ces fameux messages que vous ferez écouter à vos joueurs afin de renforcer un peu plus l'immersion, voire même récupérer un vieux poste radio avec un lecteur cassette pour aller encore plus loin. Bref, à vous de voir pour donner à ce fantôme des ondes toute l'envergure mystique qu'il mérite, et qui sait, peut-être tomberez-vous juste sur son origine sans même le savoir. Le petit village de Sagada, situé sur l'île de Luzon, au nord des Philippines, possède une particularité qui pousse bon nombre de voyageurs à s'y aventurer. En effet, ses 12 000 habitants s'évertuent à suivre un rite funéraire 2 fois millénaire. Ils y suspendent leurs morts dans des cercueils à plusieurs mètres du sol. Le chemin pour y accéder est déjà spectaculaire, mais lorsque la falaise se découvre en plein cœur d'une vallée luxuriante, la centaine de cercueils en pin suspendus à flanc de montagne ne laisse personne indifférent. L'origine de cette coutume diffère selon les sources. La théorie la plus relayée par les anthropologues serait que la communauté de Sagada suspend ses morts afin que les âmes de ces derniers rejoignent le plus rapidement possible le paradis. Pour d'autres, cette tradition est plus comme une marque de respect pour les ancêtres afin qu'ils puissent reposer en paix tout en profitant du souffle du vent et de la chaleur du soleil. Enfin, la troisième hypothèse, plus pragmatique, serait qu'ainsi suspendus, les corps ne se feraient pas dévorer par les bêtes sauvages. Au niveau du rituel funéraire, la personne décédée est recouverte d'une couverture, puis son corps est embaumé. Il est ensuite déposé sur une chaise mortuaire placée devant la porte d'entrée de la famille pendant toute la durée du deuil. Quelques jours plus tard, de jeunes garçons du village, surnommés les grimpeurs de rochers, viennent chercher le corps pour le placer dans un cercueil qu'ils suspendent à l'aide de cordes et de poulies. Il est ensuite déposé délicatement sur 2 pieux plantés dans le calcaire de la falaise, et ce pour l'éternité, offrant un spectacle étrangement fascinant à qui s'aventure non loin. Alors pareil rite funéraire devrait d'abord vous amener à réfléchir en termes de world building à la relation qu'entretiennent les civilisations de votre univers avec la mort. Car il est vrai que même si l'on n'y pense pas de suite, la manière de traiter les morts diffère parfois grandement d'une culture à une autre dans l'histoire de notre monde. Il devrait en être de même dans vos univers si vous souhaitez travailler plus en profondeur vos cultures imaginaires. Mais vous pouvez aussi partir dans l'idée que c'est une mesure trouvée par des habitants d'un village perdu pour éviter que les corps de leurs défunts soient ressuscités par une magie nécrotique souillant la terre où ils demeurent, ou bien qu'ils font ainsi pour éviter d'attirer des charognards et autres goules affamés de chair morte. Bref, à vous de faire de cette singularité funéraire une véritable source d'inspiration pour parsemer d'originalité votre univers ainsi créé. Et voilà qui conclut cette vidéo spéciale Halloween de cette petite série de formats pour inspirer vos JDR avec des faits réels. Comme d'habitude, n'hésitez pas à proposer vos faits en commentaire ou sur Discord pour être cités dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de terrifiantes parties de jeux de rôle en devenir pour le meilleur tout en racontant le pire.